Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au débat de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe, présenté par l'Étoile et TV Rogers. Mon nom est Gilles Alain et je serai votre modérateur pour cette émission. Le débat d'aujourd'hui porte sur les enjeux des élections fédérales du lundi 19 octobre prochain. L'ordre des candidats et candidates a été déterminé par tirage au sort juste avant l'émission. Voici maintenant vos candidats. Pour le Parti conservateur, Robert Gauguin. Pour le Parti libéral, Ginette Petitpas-Taylor. Pour le Parti vert, Luc Melançon. Et pour le Nouveau Parti démocratique, Luc Leblanc. Aujourd'hui, veuillez accueillir notre panéliste qui va poser les questions aux candidats et à la candidate. Du journal L'Étoile, Jean-François Morissette. Voici maintenant les règles à suivre pour le bon déroulement du débat. Chaque candidat débutera avec une présentation d'ouverture d'une durée de 30 secondes. Par la suite, une question sera posée au premier candidat par notre panéliste. Les candidats auront 60 secondes pour répondre. Les autres candidats auront chacun 60 secondes pour réagir. Une fois que tous les candidats auront émis leurs commentaires, il y aura une discussion ouverte sur cette question. Tous les candidats sont alors encouragés à partager et à intervenir à cette discussion. Vers la fin de cette présentation, les candidats auront une dernière chance pour se faire valoir à l'aide d'un énoncé d'1 minute et demie. L'ordre dans lequel se feront ces énoncés sera inversé par rapport à l'ordre des présentations d'ouverture. Alors, pour débuter, j'inviterai maintenant Robert Gauguin du Parti conservateur. Merci. Bonjour, je suis Robert Gauguin, le candidat conservateur pour la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe. Le 19 octobre, les Canadiens auront à choisir un gouvernement qui sera maîtrisé de l'économie du pays, et ça dans un monde économique précaire. Notre gouvernement, en plus de baisser les taxes et d'équilibrer le budget, a apporté un support significatif aux familles canadiennes. Seul le gouvernement conservateur saura mettre l'argent dans la poche de chaque contribuable pour qu'il l'utilise selon ses besoins. Le choix ne peut plus être évident. Moncton-Riverview-Dieppe a besoin plus que jamais d'un leadership fort et efficace économiquement. Notre plan de réduction des charges sociales de 20 % et de création d'un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire permanent sont des exemples des mesures que nous allons prendre. Merci, M. Gauguin. Du Parti libéral, Ginette Petitpas-Taylor. Bonjour, je m'appelle Ginette Petitpas-Taylor, puis c'est moi votre candidate libérale pour la circonscription de Moncton, Riverview et Dieppe. Ça fait 23 ans que je travaille dans ma communauté comme coordinatrice des services aux victimes avec la GRC Kodiak. J'ai travaillé avec beaucoup de gens en crise et puis des gens qui ont fait face à des défis. Avec mon expérience professionnelle ainsi que mon bénévolat communautaire, je suis prête à devenir votre membre du Parlement. Mon expérience professionnelle ainsi que mes activités communautaires m'ont bien équipée. Je suis prête à être à l'écoute des gens et à servir. Merci. Merci, Mme Petitpas-Taylor. Du Parti vert, Luc Melançon. Bonjour, je m'appelle Luc Melançon. Je me présente au Parti vert. Mon background, c'est dans le domaine d'informatique. Je travaille pour une entreprise et je vends du logiciel autour du monde qui me permet à comprendre un peu l'économie et ce que ça prend pour aller chercher les économies ailleurs. Je me présente parce que je trouve que nos gouvernements présents et nos choix ailleurs ne sont pas des choix dont j'aimais. Alors, je suis quelqu'un que je me propose et à trouver des solutions pour notre région. Merci, M. Melançon. Maintenant, du Nouveau Parti démocratique, Luc Leblanc. Bonjour. Ces élections sont des élections historiques, tant au niveau national que local. Nos 3 communautés, Moncton, Riverview et Dieppe, sont le moteur économique du Nouveau-Brunswick. Je le sais. Le problème, c'est que le Nouveau-Brunswick est au bord du gouffre. Je suis économiste, je vois les chiffres et les chiffres me perturbent. Les familles font face à 3 choix. Soit on se plaint, soit on pack les bagages et on s'en va à l'étranger ou à l'extérieur, soit on reste et on change les choses. Moi, je reste, je veux changer les choses, mais j'ai besoin de vous pour le faire. Merci, M. Leblanc. Maintenant, place au débat. J'inviterai maintenant du journal L'Étoile, Jean-François Morissette, avec sa première question. Depuis plusieurs années, les jeunes du Nouveau-Brunswick s'exilent de plus en plus vers l'Ouest canadien. La circonscription ici n'y fait pas exception. Donc, selon vous, que devrions-nous faire pour assurer que la jeunesse néo-brunswickoise reste ici et contribue à l'économie de la région de Moncton-Riverview-Dieppe? M. Gauguin.
Très bonne question. Évidemment, le futur du Nouveau-Brunswick dépend sur sa jeunesse et c'est absolument critique de la retenir chez nous. Notre plan fera de sorte que les taxes pour les petites et moyennes entreprises seraient diminuées de 11 à 9 %. Alors, il y aura la possibilité de plus d'investissement, plus d'emplois pour les jeunes. Également, nous avons fait un plan où est-ce que finalement le gouvernement fédéral fournit un apprentissage aux jeunes dans les domaines des métiers. Il y a un financement de 10 000 $ qui se fait du fédéral. L'employeur doit payer 5 000 $. Alors, l'autre possibilité de création d'emplois dans le domaine des métiers. C'est certain qu'en diminuant les taxes, finalement, on peut garder les étudiants éduqués ici, en particulier dans le nord de la province où est-ce qu'on a besoin, et également dans le Grand Moncton, et en se faisant finalement plus de jobs, plus de familles qui sont munies, plus d'argent qui est dépensé dans l'économie, plus que ça surgit. Madame Petitpas-Taylor. Merci beaucoup pour la question. Une très bonne question aussi. C'est sûr que quand on regarde notre taux de chômage de la région, on voit que nos jeunes, finalement, souffrent de 13,1 % de taux de chômage comme tel. Ça fait que c'est triple la moyenne nationale. C'est important à ce point-ci que le gouvernement prenne en charge cette situation-là. Puis pour le faire, on doit investir dans nos jeunes pour la création d'emplois. Le gouvernement libéral est prêt à investir 1,3 milliard pour la création d'emplois pour nos jeunes. Et puis finalement, cet argent-là va être mis sur pied pour créer des emplois, mais aussi pour créer des lieux de stage pour nos jeunes. Souvent, il y a beaucoup de nos jeunes qui nous disent qu'il y a un manque d'expérience, puis il y a la difficulté à se trouver des emplois permanents. Ça fait qu'avec des stages où ils vont avoir la chance d'avoir cette expérience-là requise, c'est sûr que ça va faire toute la différence du monde. L'autre chose aussi, le gouvernement libéral est prêt à investir beaucoup d'argent dans le domaine d'infrastructure. Encore une fois, quand on investit de l'argent dans ce domaine-là, ça va créer des emplois, puis des bons emplois pour que nos jeunes peuvent rester dans la région. Merci. Merci, Mme Petitpas-Taylor. Monsieur Melançon. Bien, tout d'abord, c'est une des raisons pourquoi est-ce que je me présente. Avec mes 3 enfants et leurs amis, on voit que c'est exactement ça. Ils cherchent à aller au Ouest parce qu'ils n'ont pas d'emploi dans la région. Un des problèmes qu'on a au Canada, c'est qu'on continue à investir dans les oil sands, puis dans les pipelines. Ce sont des choses qui continuent à enlever nos jeunes de la région et qui continuent à accroître le problème au lieu de le résoudre. Alors, dans les pipelines, à l'instant, on investit au-delà d'1 milliard de dollars. J'ai l'intention d'aller chercher ces subventions-là et les apporter dans notre région pour commencer à créer une économie verte. Moncton, malgré qu'on est mieux que le reste de la province, on n'est pas à une position qui est adéquate. Et on cherche vraiment une identité économique. Et je cherche à aller développer les jobs verts. Je suis sûr qu'on va en parler en plus dans le débat plus tard. Merci. Merci, M. Melançon. Luc Leblanc. Bonjour. La meilleure façon de contrer l'exode des jeunes, c'est d'avoir une bonne politique familiale. Moi, je l'ai vécu, l'exode des jeunes. J'ai été obligé de partir dans ma vingtaine aux États-Unis et en France, faire des études. Mais j'ai choisi d'y revenir ici, chez nous. Parce que là, comme la plupart des jeunes, j'ai mes racines ici. Je veux y revenir. Le problème au Canada, tout de suite, c'est que c'est beaucoup trop difficile, et c'est un problème qui est d'autant plus difficile ici, c'est beaucoup trop difficile pour les jeunes familles de rejoindre les deux bouts. Le NPD a un plan clair. On veut créer des garderies à 15 $ par jour. Les garderies à 15 $ par jour, ça va enlever la pression financière sur les jeunes familles. Ça va fournir un incitatif pour que les jeunes retournent chez nous et faire sûr qu'on fonde des familles ici. Les gens viennent ici parce qu'ils veulent une qualité de vie, ils veulent un bon milieu familial. C'est peut-être normal que les jeunes partent dans leur vingtaine, mais l'idée, c'est de les faire revenir quand ils veulent fonder des familles. Le plan de garderie 15 $ par jour est absolument clé. On va contrer l'exode avec ce plan. Merci. Merci, messieurs et madame. Place au débat. On vous donne 2 minutes pour discuter de la question davantage. Est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été soulevés? Un commentaire que j'aimerais faire à propos de la question des garderies, c'est sûr que d'établir un programme de garderie, c'est essentiel. Mais ma préoccupation avec le nouveau Parti démocratique, c'est que ce plan de garderie qui parle de, finalement, les jeunes familles qui sont ici au Nouveau-Brunswick aujourd'hui ne vont pas bénéficier de ce programme-là, puisqu'on voit finalement que les coûts que ça va coûter, que le nouveau Parti démocratique n'a finalement pas les moyens pour se permettre d'avoir ce programme-là à ce point-ci. Ça fait que c'est une belle initiative, ayant dit ça, mais il faut quand même payer pour ce programme-là. Puis à ce point-ci, on ne voit réellement pas que ce programme-là va avoir lieu maintenant, même pas dans 4 ans, on dit peut-être dans 8 ans ou 10 ans. Je suis
désolé, mais le plan va commencer dès le moment où on est élu. Par rapport au financement, c'est très simple. On va financer les garderies à l'aide d'une augmentation des impôts des grandes compagnies de 2 On va passer de 15 à 17 pour les taux d'imposition pour les grandes compagnies. C'est tout à fait raisonnable. Ils peuvent se le permettre. Ça va générer des fonds qu'on a besoin pour réinsérer dans l'économie locale. Écoutez, le programme des garderies, c'est non seulement un programme social, oui, ça va aider les enfants, oui, ça va aider les familles, mais c'est un programme économique aussi. L'idée, c'est de réinsérer des fonds dans les poches des familles pour que les familles puissent dépenser au niveau local, dans les entreprises locales. Les argents qui ne sont pas dépensés en milieu de garderie seront dépensés dans un restaurant local, à l'épicerie locale, etc., etc. L'idée est une bonne idée au niveau du programme social, mais c'est aussi un programme économique. Il ne faut surtout pas l'oublier. On a un plan concret pour le financer et on va le faire. Merci. Monsieur Morissette, votre prochaine question. Depuis plus d'un an, Moncton Riverview Dieppe a reçu sa part en matière d'investissement dans les infrastructures. Je pense ici au Marais à Dieppe ou le ponceau Jonathan près du lac Jones à Moncton. Comment, en tant que député de la région, allez-vous vous assurer que la circonscription continue à recevoir des fonds en matière d'infrastructure? Merci beaucoup pour la question. Je suis très contente du Parti libéral du Canada puisque notre leader, Justin Trudeau, s'est promis qu'on allait finalement avoir des investissements de la somme de 125 millions dans la question d'infrastructure. Ça fait que pour nous, comme une région comme Moncton, Dieppe et Riverview, c'est sûr qu'on a beaucoup de plans et puis beaucoup de projets qu'on pourrait bénéficier de ces argents-là, comme le centre civique à Moncton, mais aussi la restauration de la rivière Petit-Kodiak, ainsi que le centre de traitement d'eau. Voici 3 initiatives qu'on va avoir besoin des argents pour investir dans ces projets-là. Et puis, seul le Parti libéral est prêt pour finalement donner ces argents-là, ou au moins offrir ces argents-là. Et puis, je vois comme député que c'est sûr que je vais faire tout ce que je peux faire pour m'assurer que ces projets-là vont être accomplis, puis pour travailler avec le gouvernement pour s'assurer que tous les nouveaux gouvernementaux vont travailler ensemble pour finalement avoir accès à ces argents. Merci, Mme Petitpas-Taylor. Monsieur Melançon. Alors, le plan du Parti vert est relié au job. Alors, dans le Parti vert, on a l'intention d'aller chercher un programme de Energy Retrofit. Alors, on a l'intention de boucher les trous dans les vieux édifices. On veut relâcher une armée de constructeurs, des plombiers, des électriciens. Et puis, sous l'infrastructure, rénover l'infrastructure. Au Nouveau-Brunswick, on sait bien, l'infrastructure est en déclin et est assez vieille, surtout dans notre région de Moncton Riverview Dieppe. Et alors, notre plan est dans cette mesure-là de créer des jobs pour aller renouveler ces vieilles infrastructures. Merci, M. Melançon. M. Leblanc. Merci. Au NPD, on a annoncé il y a un mois un plan de 150 millions sur 4 ans pour le Nouveau-Brunswick particulièrement. On est le seul parti à promettre 150 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick. Les autres partis, c'est à l'échelle nationale. Le problème, par contre, avec l'infrastructure, c'est que ça ne crée pas d'emplois immédiatement. Les programmes sociaux vont créer des emplois immédiatement. Et de toute façon, quand on parle de l'exode des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, oui, qui s'en vont dans l'Ouest travailler en construction, mais le vrai problème, c'est les jeunes qui sont éduqués à l'université, qui ont des bacs professionnels, qui ne réussissent pas à trouver des emplois ici. La façon de créer, de stimuler l'économie, c'est de mettre de l'argent dans les poches des consommateurs. C'est d'offrir la garderie à 15 par jour, le salaire minimum à 15 par jour. Le succès économique de la région dépend des programmes sociaux du fédéral, non pas des fonds d'infrastructure. On a une province qui a construit des infrastructures à vitam aeternam et on est au bord du gouffre financier résultat des causes. Merci, M. Leblanc. M. Gauquin. Merci. Comme vous le savez, le gouvernement conservateur a mis en place le plan d'infrastructure le plus long et le plus rémunéré de toute l'histoire du Canada. C'est un plan de 53 milliards sur 10 ans qui va être indexé au coût de la vie. Et puis pour le Nouveau-Brunswick, ça comprend 348 millions de dollars. Et les politiques de l'infrastructure et des fonds du chantier ont bien bénéficié le Grand Moncton. On sait qu'avec l'aide du gouvernement conservateur, j'ai réussi à amener 189 millions de dollars pour des programmes d'infrastructure très importants derrière le Dieppe, la rue Amiraux et ça, finalement, c'était une question qui était nécessaire. C'était la priorité principale. Il y avait une question d'inondation. Les plans d'infrastructure du Parti libéral sont bien adaptés pour Montréal, Toronto et Vancouver, où est-ce qu'on a des gros projets de transit, mais ils ne sont pas bien adaptés pour des régions comme l'Atlantique. Alors, nous pensons que notre plan est celui qui permet à l'Atlantique de mieux surgir économiquement. Merci beaucoup. Réaction aux discussions. Oui, écoutez,
Il faut faire attention quand on finance des projets d'infrastructure. On l'a vu au niveau provincial, au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup dépensé dans les infrastructures. Le résultat des causes, c'est les déficits et la dette. Le déficit structurel et la dette. Le résultat final, c'est des compressions budgétaires dans les programmes sociaux. Il faut faire attention, il faut équilibrer le budget quand on construit des projets d'infrastructure. Il faut être responsable. Le gouvernement provincial est un exemple triste de comment on dépense avec des dettes et comment les programmes sociaux payent la note après. Si tu me le permets, c'est sûr que oui, on doit être responsable avec les dépenses qu'on fait. Mais à ce point-ci de notre économie, des économistes comme David Dodge nous disent que c'est le temps de finalement investir dans les infrastructures. Le taux d'intérêt est tellement bas et puis on sait que notre condition d'infrastructure au niveau national n'en souffre et puis c'est le temps de dépenser les fonds nécessaires pour faire les augmentations. Non seulement que c'est nécessaire, mais aussi ça crée la stimulation d'emploi ainsi que ça va créer une stimulation de l'économie. Fait que c'est important et puis c'est le temps de le faire. Ce n'est jamais le temps de rentrer dans des déficits structurels. La dette est l'ennemi numéro 1 des programmes sociaux. Les gens au Nouveau-Brunswick le savent. Il faut y aller avec une approche raisonnable. Il n'y a rien de mal avec des budgets équilibrés. Il faut être responsable. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de mal avec des budgets équilibrés, mais il faut stimuler l'économie si on veut que les choses bougent. Si on reste les choses comme que c'est là, les choses ne vont pas bouger, puis on ne va pas aller de l'avant. Fait qu'un peu de stimulation est bon pour la cause. Et puis quand des messieurs comme David Dodge le dit, je pense qu'on peut quand même prendre ces avis-là comme des bons avis. Monsieur David Dodge est en faveur de dépenses dans les infrastructures, non pas des dépenses avec la carte de crédit. Là. Merci beaucoup. On va aller à la prochaine question. J'invite le journaliste Jean-François Morissette. Depuis plusieurs années, le gouvernement provincial et fédéral se relance la balle sur la question de la rivière Petit-Kodiak à Moncton. Si vous êtes élu le 19 octobre prochain, qu'allez-vous faire pour assurer la pleine santé de la rivière? Monsieur Mélenchon du Parti vert. Alors, la rivière Petit-Kodiak, c'est quelque chose que les gens de Moncton ont vraiment des opinions fortes dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on se doit de remettre la rivière à ce qu'elle était à un moment donné. Et puis, le Parti vert a l'intention d'y aller agressivement et d'investir dans ce projet pour continuer à ouvrir la rivière, mais aussi de la faire d'une manière responsable. On connaît qu'il y avait un dépotoir public et il y a des dangers à ce qu'on fait pour enlever les matières. Et il faut continuer d'une manière responsable environnementale. Mais c'est bien que le Parti vert aimerait de continuer à construire des ponts et ouvrir le système d'eau comme qui est là. Merci. Monsieur Leblanc du Nouveau Parti démocratique. Oui, bonjour. Le pont terrestre entre Moncton et Riverview était une erreur. Il a été construit en 1968. C'est une erreur. On n'aurait jamais dû construire un pont terrestre et boucher la rivière. Aujourd'hui, en 2015, on a besoin de remplacer ce pont. On va le faire avec un pont qui est non pas terrestre, mais un pont qui va laisser couler l'eau sous la rivière. On va ouvrir la rivière. On a annoncé un plan de 150 millions sur 4 ans, spécifique au Nouveau-Brunswick. L'ouverture de la rivière Petit-Kodiak est priorité numéro 1. Il faut absolument corriger les erreurs du passé et on va ouvrir la rivière. Merci. Monsieur Gauguin du Parti conservateur. Merci. Je pense que mon point de vue sur ce thème est bien connu. Tout le monde veut une rivière qui est saine, c'est bien certain. Et puis, de mon point de vue, la première chose à faire pour assainir la rivière, c'est de purifier les eaux de rejet qui vont dans la rivière Petit-Kodiak. Évidemment, c'est pas bon pour les poissons, c'est pas bon pour la faune, c'est pas bon pour la flore. Et puis, tout dernièrement, la commission des égouts avait fait une demande auprès du plan du fonds du chantier à vertu du plan P3 et avait été accordé une somme de 30 millions de dollars. Mais malheureusement, l'événement du projet dépendait de la participation du gouvernement provincial qui n'a pas voulu participer. Alors moi, je vais continuer à travailler dans ce domaine-là. Ce sera une de mes priorités finalement, qui est l'assainissement de l'eau de rejet qui s'en va de la rivière. Dans un temps ultérieur, possiblement, il y a la question du développement, l'enlèvement du fonds de mettre un nouveau pont, surtout quand Riverview aura tellement développé économiquement qu'il faudra mettre 4 voies au lieu de 2. Mais c'est une question d'étape. Premièrement, on assainit l'eau. Deuxièmement, on passe au pont.
Merci, M. Gauguin. Mme Petitpas-Taylor du Parti libéral. Le Parti libéral du Canada, c'est sûr, c'est notre priorité pour s'assurer qu'il va y avoir une construction d'un pont. Notre chef de parti, Justin Trudeau, a écrit une lettre au gouvernement provincial. Et puis, dans cette lettre qui avait été envoyée il y a quelques semaines ou même passé un mois maintenant, il a même fait référence à la rivière, à la restauration de la rivière Petitcodiac. Encore une fois, avec les argents d'infrastructures verts que notre chef de parti est prêt à investir, je vois réellement que le projet de la rivière Petitcodiac serait vraiment un très bon projet pour rencontrer les exigences d'avoir accès à ces argents-là. Vous savez qu'on va travailler fort pour s'assurer d'une restauration complète de la rivière. Merci. Réaction? Je pense que tout le monde est d'accord que la rivière est un joyau pour la ville de Moncton. On peut voir une industrie écotouristique se développer. On a quand même, c'est un site protégé par l'UNESCO, c'est un site de reconnaissance mondiale, la Petitcodiac. Ça peut paraître bizarre, mais le centre-ville de Moncton peut devenir un endroit où les touristes viennent voir la belle écologie qu'on a au centre-ville de Moncton. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'idée, c'est de le faire aussi rapidement possible et de manière le plus responsable possible. Il ne faut surtout pas s'endetter pour commencer à construire des infrastructures. On va le faire de manière responsable, de manière équilibrée. Réaction? Je reprendrai la même remarque que M. Leblanc. C'est une question de procéder de façon logiquement et de façon pondérée sans dépenser inutilement les argents. Je trouve ça comique quand même que c'est finalement seulement notre parti jusqu'à date qui a réellement parlé de la restauration de la rivière Petitcodiac durant les dernières semaines comme telle. Ça fait que j'espère que oui, c'est une priorité pour tout le monde, mais c'est finalement le Parti libéral que ça fait un bout de temps qu'on en parle aux médias et puis qu'on leur dit effectivement c'est quoi notre plan. C'est drôle, les paroles ne sont pas tellement dispendieuses, mais lorsque ça vient au Parti provincial de mettre le financement nécessaire pour épurer les eaux de rejet, on semble éviter complètement le scénario. Ben, moi, j'ai été visiter le centre de traitement d'eau il y a une semaine ou deux, puis je vais être honnête, c'est un projet, un site qui est très intéressant, le travail qu'ils font est fantastique. Et puis, c'est sûr que oui, qu'eux aussi doivent avoir des investissements qui vont être faits, puisqu'il y a eu des règles que le gouvernement fédéral leur a imposées. Ça fait que ça va être extrêmement important pour s'assurer que ce groupe-là aussi pourra avoir accès aux argents nécessaires pour faire les upgrades qu'ils vont avoir de besoin. C'est un projet qui prend le partenariat du fédéral et du provincial, et à ce moment-ci, la province n'est pas là. Voilà. Merci. M. Morissette, votre prochaine question. Moncton Riverview Dieppe détient une grande population francophone. On sait que les relations entre les deux communautés linguistiques ne sont pas toujours faciles non plus. En tant que député à Ottawa, comment allez-vous assurer la voix des francophones dans la région, que les francophones de la région soient écoutés? On commence avec M. Leblanc. Bien, moi, je pense qu'au Nouveau-Brunswick, ce que j'appellerais la majorité silencieuse est en faveur de la dualité linguistique, est en faveur du bilinguisme. Je pense que ce qu'on entend dans les médias, c'est souvent les extrêmes qui sont plus bruyants que les autres. Moi, ce que je constate chez mes amis, à faire du porte-à-porte, à rencontrer des gens, ce que je constate, c'est que les gens sont contents de ce qu'on a. On a vraiment une société modèle. Dans la plupart des endroits, quand on a des querelles linguistiques ou culturelles, on se bat littéralement. Ici, au Nouveau-Brunswick, on a quand même une culture politique très, très paisible un pour l'autre. Je ne vois pas le même problème que vous voyez, avec tout le respect que je vous dois. Est-ce qu'on peut en faire plus? C'est sûr. On a un programme pour investir 30 millions dans la feuille de route francophone. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de culture. Puis je pense qu'elle est là, la culture, pour la majorité des gens. M. Gauguin? Oui, je suis complètement d'accord. Vraiment, la chicane n'est vraiment pas celle qu'on anticipe finalement. Il y a des gens dans chaque communauté finalement qui sont un petit peu aigus des côtés des francophones comme des anglophones, mais la grande majorité des gens s'accordent très, très bien ensemble. Alors, ce qu'il faut faire finalement, c'est bâtir sur la culture. On peut parler d'investissement dans le théâtre l'Escaouette, on peut parler d'investissement dans le centre culturel Aberdeen. Il faut absolument célébrer la culture. Et j'ai vu certaines occasions où finalement, une communauté a fait une ouverture vers l'autre, finalement, de Simiskit. Je parle finalement du festival du 15 août. Il y a eu une invitation ouverte aux anglophones de venir. Ils sont venus, ils se sont amusés. C'est nos voisins. Il faut célébrer la dualité linguistique. Merci. Mme Petitpas-Taylor. Aussi, je suis d'accord, c'est sûr. On doit promouvoir notre langue française, mais encore une fois, Moncton, Riverview et Dieppe, on est une belle communauté qui travaille ensemble. Et puis, on a du travail quand même à s'assurer que ces belles relations-là continuent pour promouvoir notre langue française, puis aussi d'avoir la fierté française. Mais en gros, j'oserais dire qu'on s'accorde bien dans le coin et puis on doit continuer à promouvoir
notre langue et puis notre background comme tel. Merci. Monsieur Melançon. Je dois répéter un peu les mêmes mots. Je trouve qu'à Moncton, c'est une belle synergie. Il y a une tolérance des deux côtés. On reconnaît qu'il y a deux cultures et ils se respectent assez bien. C'est drôle un peu parce que cognant porte à porte, les inquiétudes en vue de langue, c'est pas nécessairement envers les Français, mais c'est les Anglais qui ont une difficulté à se trouver de l'emploi. Ce sont des unilingues anglais. Alors, les choses que j'ai entendues au porte-à-porte, c'est moins affaire avec protéger la langue francophone, parce que je trouve qu'on fait une très bonne job, il y a un bon respect, mais c'était les anglophones au porte-à-porte qui avaient des inquiétudes à ce niveau-là et qui ne pouvaient pas se trouver des emplois à cause d'être forcés d'être au bilinguisme. Monsieur. Un commentaire que j'aimerais faire quand on parle de protéger notre langue française. Moi, je suis la plus jeune d'une famille de 10 enfants, 9 enfants vivants. Et puis, étant la plus jeune, je pense que j'ai moins vécu le fardeau peut-être que mes frères et puis mes sœurs aînées qui vivaient. Pour eux, de conserver leur langue française a finalement été un débat pour eux. Je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis quand même que tout est beau et tout est bien. On doit quand même avoir notre fierté de notre langue et puis promouvoir notre langue, tout en respectant les différences des gens de notre communauté. Encore une fois, je pense que là-dessus, il y a une grande majorité des gens au Nouveau-Brunswick, la majorité silencieuse, qui est tout à fait d'accord avec la dualité et le bilinguisme. C'est un modèle culturel qu'on peut commencer à faire rayonner sur le monde. Il y a beaucoup d'endroits qui voudraient aujourd'hui avoir la paix sociale comme on l'a au Nouveau-Brunswick. C'est quand même pas facile. Je nous félicite, tous les citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick. On vit dans un modèle et puis c'est tout à fait louangeable. Grosso modo, il y a définitivement une harmonie linguistique parmi les deux peuples. Évidemment, c'est à nous, le gouvernement, finalement, de créer assez d'emplois, qu'il y ait des emplois pour les anglophones, les francophones, les gens bilingues de tous. Alors, c'est en développant des politiques dans ce domaine-là, finalement, qu'on va bâtir sur cette harmonie qui existe déjà. Merci. Monsieur Morissette. On va continuer un peu dans la même veine. Avec le déclin de la population, l'immigration est vue comme une solution aux problèmes démographiques. Comment allez-vous assurer que Moncton Riverview Dieppe se positionne dans la matière tout en respectant en fait la réalité linguistique de la province? C'est à moi? Oui. Super. Bon, mais avant que le Parlement s'est dissous, j'ai eu l'heureux bonheur, je devrais dire, d'obtenir du financement pour un programme d'immigration locale qui va être géré par la Ville de Moncton. Il y a eu une réunion juste dernièrement, finalement, où est-ce qu'on a rejoint tous les intervenants pour traiter un peu de la question de la Syrie. Et ça comprend évidemment les églises qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Alors, il va falloir qu'on travaille évidemment avec la province parce que les compétences en immigration sont à peu près 50-50. Puis lorsque les gens arrivent ici, c'est la province qui traite de leurs besoins. Mais au niveau fédéral, ce qu'on a fait finalement, on a accéléré le nombre de personnes qui sont venues au Nouveau-Brunswick. Lorsque le gouvernement conservateur a pris le pouvoir, il y avait 250 000 personnes qui étaient en attente. Ça prenait 18 mois pour immigrer. L'année dernière, il y a eu 260 000 personnes qui sont venues au Canada, qui sont devenues Canadiens. Alors, c'est le plus grand nombre depuis l'histoire du Canada. Il y a 1,6 million de personnes qui sont devenues citoyens canadiens. Maintenant, il faut adapter leurs besoins ici au Moncton. Évidemment, on pourrait travailler des francophones parce que je sais qu'il y a une stratégie à cet égard. Madame Petitpas-Taylor. Merci beaucoup pour la question. La question de l'immigration au Nouveau-Brunswick, spécialement de notre coin ici à Moncton Riverview et Dieppe, est une priorité. On reconnaît très bien que notre population, qu'il y a un déclin, puis on veut augmenter ce taux de population-là. Mais pour l'augmenter aussi, on doit finalement créer un réseau et puis des bonnes conditions pour garder ces gens ici de notre coin. Il y a 2 ou 3 semaines maintenant que j'avais organisé une table ronde avec les immigrants à Moncton, puisque je voulais comprendre c'était quoi leurs défis, c'était quoi leurs inquiétudes, pour quelles raisons qu'ils choisissaient Moncton, puis pour quelles raisons qu'ils quittaient Moncton. Ça fait pour comprendre c'est quoi les obstacles pour finalement rencontrer ces gens-là, pour avoir une bonne compréhension. Et puis finalement, Moncton Riverview et Dieppe est une très bonne communauté que les immigrants nous disent qu'ils veulent venir, qu'ils veulent rester, et puis finalement qu'ils veulent créer des emplois, ils veulent travailler avec nous. Ça fait que nous, comme Nouveau-Brunswickoises, on doit quand même s'assurer qu'on crée une bonne atmosphère pour les garder ici. Merci. Monsieur Melançon. Les immigrants, on a quand même une bonne base qui ont le choix d'entrer à travers l'Université de Moncton. Mais c'est un peu triste qu'on n'est pas capable de les garder.
J'en ai eu des amis immigrants pendant mon séjour à l'université et ailleurs après. Et ces gens-là aiment la région, ils aiment de rester. C'est des gens éduqués, c'est des gens qui sont capables de créer des jobs. Mais c'est une masse critique qui manque. Lorsqu'on arrive à un pays étrange, il n'y a pas un énorme groupe pour leur culture. Et c'est une des raisons les plus grosses que je trouve que pourquoi ils déménagent dans des centres, des plus gros centres, et on perd nos immigrants aux plus gros centres. C'est de valeur parce que, comme Mme Petitpas-Taylor disait, on les a besoin, on a besoin d'accroître notre population, et c'est vraiment une stratégie qu'on devrait s'entreprendre pour trouver des solutions. Et il y a un groupe à Moncton, le nom m'échappe, c'est un groupe culturel, on a le festival, et puis ils nous aident à travailler ensemble avec eux autres pour trouver des solutions, mais on doit rechercher plus loin. Merci. Monsieur Leblanc. À l'échelle nationale, il faut comprendre que le Canada est un des grands pays d'immigration du monde. On accueille quelques 350 000 personnes par année. Les gens veulent venir au Canada, mais le problème, c'est quand ils arrivent au Canada, ils s'installent dans 3 grandes communautés, Montréal, Toronto, Vancouver. Ils s'installent là pour plusieurs raisons. Il y a des communautés linguistiques, communautés culturelles, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de fournir un incitatif aux immigrants de venir chez nous, en Acadie ou à Moncton en particulier. Il y avait un excellent programme en place qui faisait partie de la feuille de route francophone qui s'appelle Avantage francophone. Ce que ça faisait, c'est que ça donnait des incitatifs aux immigrants, aux nouveaux arrivants, d'arriver à Moncton et de s'installer à Moncton. Ce qu'on faisait, c'est qu'on accélérait le processus d'immigration qui souvent prend beaucoup trop longtemps et beaucoup trop coûteux. On a des gens formés, comme M. Melançon l'a dit, on a des gens formés ici à l'Université de Moncton qui veulent rester, mais qui ne peuvent pas à cause des règles et des procédures. Nous, on va investir 30 millions dans la feuille de route francophone, on va ramener l'immigration à Moncton. Au niveau d'incitatif, pensez-vous que c'est ça la solution pour garder les immigrants de la grande région de Moncton? C'est vraiment une masse critique qui manque. Dans mon expérience avec les gens que j'ai connus, c'est bien beau, ils aiment les gens de la région, ils aiment la culture, ils aiment la langue, mais à un moment donné, ils se trouvent un peu seuls. Ils manquent leur culture. Et alors, ces programmes du genre que Luc Leblanc mentionnait, c'est possiblement une partie de la solution. Mais il faut vraiment, au lieu de parler uniquement d'une famille à l'autre, il faut vraiment faire un focus sur la masse critique pour qu'ils puissent trouver et rester ici pour le long terme. Est-ce que c'est le rôle des gouvernements ou c'est le rôle de la communauté? Je pense que c'est le rôle des deux, finalement. Et puis, finalement, quand on a rencontré un groupe d'immigrants, il y en avait plusieurs d'entre eux qui nous disaient que les délais pour faire application pour leur citoyenneté étaient finalement inacceptables. Ils cherchaient des services d'information, puis téléphonaient le centre qui existait à Moncton, mais il y a eu une fermeture du centre d'immigration à Moncton il y a quelques années. Et puis, de ramasser un téléphone, puis de faire un téléphone 1-800 pour parler à quelqu'un, pour avoir des réponses à leurs questions, ils trouvent ça extrêmement difficile. L'autre chose qu'ils nous disent, que c'est sûr qu'on a des très bons programmes qui existent à Moncton pour supporter, à Moncton Riverview Dieppe, pour supporter notre communauté immigrante. Mais ils nous disent aussi qu'ils ont même besoin de plus de services. Puis ces services-là ont besoin de plus de financement pour finalement assurer une bonne adaptation à ces gens de notre communauté. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet. Monsieur Melançon est tombé sur le thème principal, selon moi, c'est la masse critique, finalement. Les gens veulent être avec les gens de même origine, de même souche, si vous voulez. Et finalement, je pense aux Coréens qui sont venus ici. Lorsque j'étais avec l'entreprise Grand Moncton, on a fait une séance de recrutement à Toronto et on a amené des Coréens qui sont venus ici. C'est des gens d'affaires qui travaillent très, très bien, qui se sont très, très bien intégrés. Les Chinois sont un autre exemple, finalement, de personnes qui sont venues s'initier ici, qui travaillent très, très fort. C'est les gens de Canadiens qu'on veut absolument retenir. Et puis, ce que je dirais, c'est que finalement, au niveau de l'immigration, maintenant, ceux qui viennent étudier, disons, à l'Université de Moncton, à titre d'exemple, leur visa leur permet de travailler à temps partiel. Et puis, c'est bien qu'ils continuent de travailler à temps partiel, finalement, parce qu'ils s'intègrent dans la communauté. Les gens qui sont différents de nous, on n'a pas toujours aptitude de vouloir les recevoir, mais en les connaissant, on les apprécie mieux, meilleure chance qu'ils restent. Outre les grands centres de Toronto, Montréal et Vancouver, est-ce qu'on a réellement une chance dans la grande région de Moncton, Riverview, Dieppe de développer les outils nécessaires pour garder une masse critique, par exemple? Ah oui, absolument. On est une communauté accueillante. Moi, je le vis au quotidien. Mon épouse est d'origine immigrante. On a ensemble passé à travers du processus d'immigration. Je pense que la meilleure manière et la manière la plus efficace au niveau des coûts de le faire, c'est pas d'investir d'autre argent dans des programmes. L'idée, c'est de rendre les programmes existants efficaces.
de faire en sorte que quand on postule pour un visa, quand on postule pour la résidence permanente, que la réponse nous arrive à l'intérieur de quelques mois et non pas quelques années. On a des gens qui littéralement attendent des années avant d'avoir une réponse par rapport à l'immigration. Et puis, je peux vous dire, je vais parler de mon expérience personnelle, ça nous a coûté aux environs de 3 000 $. Donc, à ce niveau-là, on a des efficacités au niveau du délai de traitement, on a des efficacités à avoir aussi au niveau des coûts de ce traitement-là. Si on réussit à alléger ce fardeau-là au niveau local, à travers un programme local, les immigrants seraient beaucoup plus intéressés de venir ici. Il y a vraiment deux niveaux aux problèmes qui existent. Un, c'est pour les gens d'arriver au Canada et se faire accepter d'une manière officielle par le pays. Et la deuxième chose, c'est qu'ils trouvent, comme on parlait, c'est d'une masse critique pour qu'ils puissent rester. Et alors, je pense que notre région, les gens sont tellement accueillants, on n'a pas de problème pour le numéro 2. C'est vraiment quelque chose que, oui, il en manque une masse critique, mais s'il y a un endroit au Canada que les gens sont plus sympathiques, c'est dans cette région ici. Alors, on est très bien positionné pour accueillir des immigrants ici. Merci beaucoup. Monsieur Morissette, votre prochaine question, s'il vous plaît. Nous avons appris, en fait, cette semaine que le Nouveau-Brunswick avait la plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au pays et la plus faible proportion de jeunes de moins de 15 ans. Donc, la question est la suivante. Si vous êtes élu le 19 octobre, comment allez-vous aider les gens de 65 ans et plus de la région de Moncton-Riverview-Dieppe tout en respectant les champs de compétences provinciales? Merci pour la question. Mais premièrement, nos aînés doivent être vus comme des personnes avec qui on contribue beaucoup dans notre communauté. Puis on doit les respecter, puis s'assurer qu'ils vont vivre une retraite avec dignité. Avec le gouvernement présent, le gouvernement Harper, c'est sûr qu'eux, il y a quelques années, qui ont renversé l'âge de retraite de 65 à 67. Encore une fois, nous, c'est une priorité pour s'assurer que si on devient en pouvoir, qu'on va renverser cette décision-là immédiatement. Finalement, quand on fait une révision de ça, on regarde aux gens qui sont les plus vulnérables, puis on leur demande de travailler 2 ans de plus. Finalement, on prend 26 000 $ de eux, puis encore une fois, c'est les gens qui sont plus vulnérables. Pour nous, le Parti libéral aussi, une autre chose qu'on a choisi de faire, on va avoir une augmentation immédiate pour la question du supplément pour les personnes qui sont célibataires et puis qui sont à faible revenu. On va leur donner une augmentation de 10 % qui finalement aboutit à peu près 940 $ par an, qui en somme donne en gros 75 $ par mois de plus sur leur chèque de supplément comme tel. 75 $ de plus par mois fait une énorme différence avec les gens, spécialement ceux qui sont les plus vulnérables. Et puis ce montant-là va commencer immédiatement une fois que le gouvernement est élu et non pas dans 4 ans, puisque les gens nous disent qu'ils ont besoin maintenant. Finalement aussi, l'autre chose qu'on va faire, on va travailler avec les provinces et les territoires pour collaborer, pour mieux définir notre programme de régime de pension du Canada. Et puis l'autre chose aussi qu'on va faire, le gouvernement a dit qu'on allait investir 20 milliards de $ pour la question d'infrastructures sociales. Et puis ces programmes-là, ce serait finalement pour créer des lieux abordables où les gens peuvent vivre. Merci. Merci. Monsieur Melançon. C'est un sujet qui me touche profondément. Premièrement, j'ai 2 parents dont c'est à l'âge où on parle de maison et autres choix. Et le Parti vert a plusieurs programmes qui peuvent aider les gens aînés. La première chose, c'est médicaments payés. Le Parti vert croit vraiment que c'est une solution qui va sauver de l'argent en bout de ligne parce que des gens qui ne peuvent pas se payer des médicaments, ils se retrouvent à l'hôpital plus tard et ça va nous coûter plus. On a aussi un programme pour rester à la maison pour les gens aînés et on fait ça avec un plan. On a un revenu minimum garanti pour n'importe quel Canadien. Au lieu de chômage, notre programme a plus un focus sur un revenu minimum garanti à chaque Canadien, Canadienne. Et ce qu'il va faire, ça va aider les gens aînés à rester dans leur maison pour garantir un revenu qui peut leur permettre de rester dans leur maison. Et aussi, alors, je vais le laisser, je vais le terminer là. Merci. Merci. Monsieur Leblanc. Bonjour.
Bon, l'idée, c'est de protéger les personnes âgées. On veut faire ça à deux niveaux. Premièrement, il faut garantir les revenus de ces gens-là. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que les fonds de pension peuvent être changés de manière rétroactive. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un prend sa retraite à 65 ans et arrivé à 70 ou 75, l'entreprise pour laquelle il travaille, ou dans le cas présent, souvent même le gouvernement, on change les termes de la pension rétroactivement sans laisser le droit de parole aux personnes âgées. Ce qu'on veut faire, nous, c'est de mettre les fonds de pension au premier lieu au niveau des créditeurs. Donc, si une compagnie fait faillite, les premiers créditeurs à être payés seront le fonds de pension, de faire sûr que les gens ne perdent pas leur pension. Autre chose, c'est d'essayer de diminuer les coûts pour les gens qui vivent sur des pensions. On le sait, ils vivent à revenu fixe. L'idée de diminuer les coûts, ça finit, le résultat final, c'est d'insérer de l'argent dans les poches de ces gens-là. Au niveau national, on va imposer un système d'achat en vrac de médicaments. L'idée, c'est de réduire le coût des médicaments d'environ 30 %. Éventuellement, on se dirige vers un programme d'assurance médicaments universel. Ça va prendre du temps, ça ne se crée pas du jour au lendemain, mais immédiatement, on va réduire les coûts de la plupart des médicaments d'à peu près 30 %. On va augmenter le supplément de revenu garanti de 400 millions par année. Et l'autre chose qui est très au sujet d'actualité au Nouveau-Brunswick, on va créer 40 000 places en foyer de soins subventionnés. Merci. Merci, M. Gauguin. Bon, évidemment, il faut célébrer les aînés. C'est eux qui ont bâti cette communauté. Et notre approche, finalement, c'est de soulever le fardeau fiscal, leur remettre plus d'argent, qu'eux aient moins de taxes. On sait qu'au niveau du supplément garanti du revenu, c'est nous qui l'avons initié. C'était la plus grosse augmentation de 20 ans de prestations envers les aînés. Également, on a fait le fractionnement du revenu qui touche à peu près 1,7 million d'aînés qui le sauve des impôts. Mais ce qu'on entend à la porte lorsqu'on fait du porte-à-porte, finalement, c'est que les aînés qui sont célibataires ou qui sont veufs ou veuves, finalement, n'étaient pas touchés par cette déduction d'impôt. Alors, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est une nouvelle déduction pour les aînés célibataires qui sera le sauver amplement d'impôts. Également, il faut parler du crédit d'impôt qu'on va donner pour les améliorations, pour donner accès aux aînés, aux personnes avec invalidité à la maison. Il y a bien des gens, bien des aînés qui j'ai parlé qui préféraient... Ils ont plus peur de la mort que d'aller dans un foyer de soins. Alors, si on peut continuer à garder les gens chez eux, ça les valorise. Bien sûr, il y a beaucoup des aînés qui travaillent au niveau des services volontaires. Finalement, sans les organismes communautaires, où seraient-nous? Parce que finalement, c'est un complément de tout ce que les trois niveaux de gouvernement font. Et au niveau des organismes volontaires, à but non lucratif, finalement, les cotisations de membres deviendront maintenant déductibles d'impôts. Autre raison pour mobiliser ces gens très capables. C'est certain que le vieillissement de la population, ça ne s'en va pas du jour au lendemain. On en a pour plusieurs années encore à venir. Est-ce qu'on va être capable d'avoir des programmes assez et avoir des communautés solides assez pour appuyer ce changement majeur démographique? Oui. L'idée, c'est de créer de la croissance démographique. On a parlé d'immigration tantôt, mais moi, je vais aussi parler du programme de garderie à 15 $. Le problème du vieillissement de la population, on a des exemples comme la France et le Québec qui ont complètement renversé la tendance avec des politiques familiales agressives. Quand on finance les soins, les garderies, ce qu'on fait, c'est qu'on soulège le fardeau des parents et les parents peuvent avoir plus d'enfants ou finalement avoir des enfants. La meilleure manière de combattre le vieillissement de la population, ça peut paraître ridicule, mais c'est de la rajeunir, c'est d'avoir plus d'enfants, c'est de créer un milieu où les jeunes familles peuvent survivre, peuvent rester au Nouveau-Brunswick, avoir des familles et grandir dans une prospérité relative et stable. J'aimerais tout simplement de dire aussi quand même que le Parti libéral, cette semaine, a annoncé aussi qu'on voulait investir 3 milliards de dollars pour la question de soins à domicile. Mon ami M. Gauguin a mentionné tout à l'heure qu'il y avait des gens qui préféraient, la majorité des aînés veulent vieillir à la maison et non pas de des foyers de soins. Mais pour qu'ils puissent faire ces choses-là, ils doivent finalement avoir les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour le faire. On reconnaît très bien que ça coûte moins cher à vieillir à la maison que vieillir dans un établissement ou dans un foyer. Ça fait qu'il faut outiller ces gens-là pour s'assurer qu'ils vont avoir les outils nécessaires pour pouvoir vieillir à la maison. Sur la question de la sécurité de la vieillesse, j'aimerais reprendre Mme Petitpas-Taylor. Ce n'est pas tout le monde qui devrait attendre jusqu'à 67 ans pour avoir la prestation de la vieillesse. Finalement, ça, c'est une échelle glissante. À titre d'exemple, moi, je suis né en 1957. Moi, je toucherai ces prestations, si possible, si admissible, à l'âge de 65 ans. Mon épouse est 2 ans plus jeune que moi. Elle devra travailler 2 mois additionnels. Alors, ce n'est pas 2 ans complet, c'est une échelle glissante. Ça fait que différents gens, dépendamment de la date de leur naissance, en conséquence.
Monsieur Gauguin, faut quand même que je fasse le commentaire, quand même, on parle des gens qui sont les plus vulnérables, les gens qui finalement ont besoin de la pension de vieillesse et puis le supplément comme tel. C'est quand même les gens de notre société, finalement, qui sont les pauvres des pauvres. Et puis je me dis, je trouve ça un peu ridicule de demander à ces gens-là de travailler 2 ans de plus pour quand même subvenir à leurs besoins. Fait que c'est ça. Merci. Monsieur Morissette, la prochaine question, s'il vous plaît. On a abordé le sujet un peu ce soir. On recommence. Moncton Riverview Dieppe, en fait, est une circonscription avec beaucoup de jeunes familles. La question est assez simple. Quel est votre plan, en fait, pour aider les jeunes familles d'ici? On commence avec M. Melançon. Alors, le Parti vert, on entend souvent parler du 15 du nouveau Parti démocratique. Et puis, je pense que c'était M. Trudeau qui avait mentionné aux jeunes enfants de 2 ans. Puis, je pense qu'on va qualifier pour votre programme pendant qu'il est en grade 5. Et c'est vraiment quelque chose que les Canadiens devraient se méfier, c'est de comprendre le système pour les familles. Le Parti vert, bien sûr, les familles en pauvreté avec le salaire minimum garanti, dont je parlais il y a un moment. Ça va aider nos familles défavorisées. Et ensuite, avec notre programme, le Parti vert a l'idée d'un programme à 10 $ l'heure. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que le nouveau Parti démocratique. Ça va aider à nos familles à retourner au travail. C'est une injection dans l'économie et c'est simplement bon pour le Canada. Merci, M. Melançon. M. Leblanc. Bien, j'en ai déjà parlé. Pour nous, le plan principal par rapport aux jeunes, c'est les jeunes familles, c'est le plan de garderie à 15 $ par jour. Ça va insérer beaucoup d'argent dans les poches des familles. Ça va aider les familles à rejoindre les 2 bouts. Ça va aider les familles à rester dans la région, dans la mesure où ils peuvent se permettre de le faire. Moi, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Il y a 2 choses que je veux qu'ils fassent dans la vie. J'aimerais qu'ils aillent à l'université, puis j'aimerais qu'ils deviennent des citoyens responsables. La priorité financière de ma part, c'est la garderie. La garderie au Canada, aujourd'hui, à Moncton également, naturellement, ça coûte l'équivalent d'une année universitaire par année. Donc, quand on y pense comme ça, on paye la garderie pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Pour deux enfants, disons, c'est un montant d'argent immense. Donc, premièrement, on va alléger ce fardeau fiscal-là, mais on va aussi alléger le fardeau fiscal des familles qui veulent envoyer les enfants à l'université. On a un projet de loi, la loi sur l'éducation postsecondaire, qui va transférer davantage d'argent aux universités, directement aux universités, pour baisser les frais de scolarité. Merci, M. Leblanc. M. Gauguin. Oui, évidemment, le meilleur programme social, c'est un emploi. Alors, nous, ce qu'on va continuer à faire, c'est viser vers la création de l'emploi. On sait que depuis la récession globale, le gouvernement conservateur a créé 1,3 million de $. Maintenant, avoir un job et payer beaucoup d'impôts, ce n'est pas ce qui suffit. Nous, ce qu'on a fait, on a mis en place un bon nombre de mesures d'allègement fiscal et la famille typique canadienne aujourd'hui touchera 6 600 $ de plus en raison de prestations universelles que nous avons mises en place et augmentées, en raison également du fractionnement du revenu, en raison d'une diminution de la TPS à 2 reprises, de 7 à 6, de 6 à 5, en raison d'une déduction finalement pour le sport, et puis en raison d'une augmentation de la déduction pour les frais de garderie. Alors, lorsque ça vient aux garderies finalement, les garderies peuvent être payées finalement avec cette prestation universelle, comme qui peut être payé à la grand-mère ou au grand-père qui sont en pleine santé, qui peuvent garder les enfants à la maison. Nous croyons finalement que c'est les parents qui sont les meilleurs à faire le choix d'où est-ce que leurs enfants seront gardés. Merci. Madame Betty-Taylor. Merci pour la question. Encore une fois, pour alléger le fardeau fiscal, je pense qu'il y a plusieurs options. Et puis le Parti libéral, une des choses qu'on va investir dedans, c'est finalement l'allocation canadienne mensuelle. Le Parti conservateur ainsi que le nouveau Parti démocratique, finalement, supportent le programme qui existe maintenant, où les familles vont avoir quelques chèques. Mais ces chèques-là qu'ils vont recevoir, souvent, les gens ne réalisent pas qu'ils sont taxables, numéro 1. Et puis, l'autre chose, on donne ces chèques-là aux plus riches comme aux plus pauvres. Ça fait que c'est une somme qui est pareille pour tout le monde. Nous, notre programme comme tel qu'on veut promouvoir, c'est finalement qu'il va y avoir une allocation canadienne mensuelle qui sera donnée aux gens en besoin, et puis spécialement les gens de la classe moyenne, et puis les gens qui tentent de se rendre à la classe moyenne. Le niveau d'argent qu'on va donner aux familles, c'est un montant qui est non imposable. Et puis, pour vous donner un exemple, une famille de notre région qui gagne 90 000 $ par an, avec 2 enfants, finalement, avec notre programme, dans leur poche à la fin de l'année, recevraient 2 500 $ de plus.
La manière qu'on paye pour ce programme-là, quand même, c'est que les gens de la classe élevée vont avoir moins d'argent. Merci, Mme Petitpas-Taylor. Merci. On a environ une minute pour discuter davantage de ce dossier-là. Ben moi, je voudrais parler du plan libéral. 2 500 $ par année pour des familles, c'est carrément insuffisant, là. Quand on paye des garderies à 700 ou 800 $ par enfant, par mois, on n'a pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour comprendre qu'on n'a pas assez d'argent dans 2 500 $ pour faire une différence significative dans la vie des familles, qu'elles soient de classe moyenne, qu'elles ne sont pas de classe moyenne. La prestation universelle pour les enfants, c'est une bonne chose. Les familles de classe moyenne payent des factures qu'ils ont de la difficulté à payer avec ce montant d'argent-là. Je ne vois absolument pas le problème dans la nature universelle du programme. Riches comme pauvres vont le recevoir. C'est très bien. Les gens, ça va dans les familles et c'est une bonne chose. Notre programme est peut-être insuffisant pour élever une famille, mais vu ou veut pas, notre programme va commencer tout de suite et non pas dans 8 ou 10 ans maintenant. Ça fait que cet investissement, cet argent-là qu'on va donner aux familles comme telles, va quand même les aider ici et maintenant pour aider à élever leur famille comme telle. Puis l'autre chose avec notre plan que le gouvernement libéral propose, ça va sortir 330 000 enfants de la pauvreté, qui est quand même un chiffre qui est quand même intéressant. Merci, Madame. On va maintenant se diriger vers les dernières remarques en ordre inverse de quand on a commencé le débat. Alors, j'inviterai le candidat du Parti conservateur, M. Gauguin, à faire ses remarques de fermeture. OK, merci. Mes deux promesses lors de l'élection de 2011, c'était de sécuriser des fonds pour le centre multifonctionnel et de régler la question de la subvention pour la GRC. Je suis fier de dire que c'est fait. Notre gouvernement a investi 189 millions dans Moncton Riverview Dieppe. Je vais continuer à en faire encore plus pour ma région. Avec 6 500 emplois créés lors des 4 dernières années et en faisant partie des 5 villes ayant le plus haut taux de croissance au pays, je demande votre appui pour faire de Moncton le centre d'excellence de l'Atlantique. À venir, la nouvelle banque alimentaire dans l'ancien édifice du gymnase de la Garguisson sur la rue Park sera quelque chose qui sera au bénéfice de tous les démunis. Une banque alimentaire centralisée offrira des meilleurs services à ceux qui ont besoin. Ce centre offrira entre autres des programmes éducatifs tels la cuisine, jardinage et plus. Je vais continuer à faire surgir ma région et cette belle province. Je veux que le projet centre multifonctionnel continue à être financé, il soit finalisé. Je veux créer des emplois pour les jeunes. Je veux que les aînés soient bien pris garde. Je veux que les gens continuent à bénéficier des réductions d'impôts afin qu'ils peuvent faire des décisions financières qu'eux, ils veulent faire. Merci. Merci, M. Gauguin. Candidate du Parti libéral, Mme Petitpas-Taylor. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier Rogers pour avoir cette chance ici de pouvoir partager nos idées et puis nos inquiétudes. Ça fait 4 mois à peu près que je fais du porte-à-porte, que je cogne et puis que je rencontre des gens à Moncton, Dieppe et Riverview. Et puis, je dois vous dire qu'est-ce que j'entends clairement, c'est que les gens veulent un changement. Les gens me disent qu'ils veulent des bons emplois pour eux, ainsi que pour leurs enfants, puisque leurs enfants ont les mêmes rêves que nous on avait. Ils veulent des emplois, ils veulent des maisons, ils veulent élever leur famille. Quand je regarde ce scénario, le Parti libéral est le seul parti qui est prêt pour faire des vrais changements. Et puis c'est le seul parti qui finalement a un plan pour aller de l'avant. Les temps de l'austérité, ce n'est pas maintenant. Et puis maintenant, il faut plutôt investir dans nos infrastructures, investir dans nos communautés et puis investir dans nos gens. Comme candidate, j'ai été au service de ma communauté pour au-delà de 24 ans. J'ai démontré mes capacités de leadership, de compassion et puis de dévouement, et je vais continuer à le faire. J'ai toujours été connue comme étant une femme du peuple, et puis ça aussi, ça ne va pas changer. J'ai travaillé 24 ans dans ces communautés, et puis pour ces communautés, et puis ce travail-là va continuer. Le 19 octobre, je vous demande pour votre vote, je vous demande pour votre appui, puisque je serai honorée de devenir votre députée de la région de Moncton, Riverview et Dieppe. Merci. Merci, Mme Petitpas-Taylor. Maintenant, du Parti vert, Luc Mélenchon. Alors, ma question, c'est pourquoi les gens sont tellement détachés de leurs politiciens? À travers du pays, les gens, on ne va pas dire haïssent leurs politiciens, mais c'est vraiment quelque chose, on cogne aux portes, puis ils ne veulent pas toujours nous parler. Et puis, je trouve que le Parti vert a la seule réponse avec ça. Le Parti vert, ils sont capables de nous représenter dans la Chambre des communes. On est les seuls partis qui sont vraiment capables de vous représenter dans la Chambre des communes parce qu'on ne se fait pas dire quoi faire une fois arrivé là. Chaque parti vote sur leur ligne de parti et parfois, ils sont vraiment forcés de le faire. Alors, on trouve que ça
ne représente aucunement les gens d'un plan local. Le Parti vert est tellement différent dans cette manière-là. Elizabeth May, notre chef, nous a dit qu'elle ne va jamais nous proposer de voter d'une manière ou d'une autre. On se doit d'aller au public et trouver les réponses et les apporter à Ottawa. Parti vert aussi, en ce même sujet, on fait des réunions town hall avec le public une fois par mois. Alors, il ne faut pas essayer de trouver notre membre élu et essayer de faire un rendez-vous. On n'a qu'à simplement regarder où va être le prochain town hall, se présenter pour discuter. C'est vraiment on est vraiment capable de toucher le public d'une meilleure manière. C'est pourquoi que Elizabeth May est la membre élue au Canada la plus populaire à travers du pays. C'est qu'elle touche son pays. Et je vais demander votre vote pour que je puisse être cette même personne-là pour la région de Moncton Riverview-Dieppe. Merci, M. Mélenchon. Du nouveau Parti démocratique, Luc Leblanc. Merci. C'est une élection historique qu'on connaît aujourd'hui. C'est la première fois de l'histoire du pays qu'on a 3 options crédibles pour former le gouvernement. On n'est plus obligé d'alterner entre libéraux et conservateurs. Mais ça doit être aussi une élection historique au niveau local, parce que Moncton, Riverview et Dieppe sont à un point tournant. Les 3 villes qu'on connaît très bien sont le moteur économique de notre province. Le problème, par contre, comme l'économiste Richard Saillant l'a cité, le Nouveau-Brunswick est au bord du gouffre. Le Nouveau-Brunswick nage dans la dette. Oui, Moncton, Riverview et Dieppe sont prospères, mais les signaux d'alarme sont quand même préoccupants. Je le sais, je suis un économiste et je peux vous dire en tant qu'économiste que je refuse, catégoriquement refuse, d'implanter des programmes sociaux et de laisser sur le dos de mes 2 enfants une dette pour le futur. Je le refuse. On va faire de la planification financière et fiscale responsable et équilibrée. Ce qui m'a fait revenir à Moncton, c'est mes racines, c'est ma famille. Vous le savez, aujourd'hui, les familles ont 3 choix. Soit on se plaint, soit on s'en va, on contribue à l'exode, soit on change les choses. Moi, je reste ici, je change les choses. J'ai besoin de vous pour le faire. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les candidats et la candidate. Avez-vous des points finaux avant qu'on quitte l'émission? Excellent. Merci à tous nos candidats du Parti conservateur, Robert Gauguin, du Parti libéral, Ginette Petitpas-Taylor, du Parti vert, Luc Mélenchon, et du nouveau Parti démocratique, Luc Leblanc. Alors, merci d'avoir participé à cette émission spéciale de TV Rogers. On vous invite évidemment le lundi 19 octobre à exercer en grand nombre votre droit de vote partout dans la grande circonscription de Moncton Riverview-Dieppe. On vous rappelle aussi que demain, on aura les candidats de la circonscription de Beauséjour qui se partageront le même podium. Et aussi, on remercie le journal L'Étoile et M. Morissette, son journaliste, pour avoir participé aujourd'hui. Et, mesdames et messieurs, chez vous à la maison, merci de nous avoir écoutés en grand nombre.